Quand on achète un bâtiment, et avant son développement, il y a toujours une période assez longue. On essaye, en fonction du type de bâtiment, soit de mettre un gestionnaire, ou soit de mettre différents occupants avec des activités un peu sympathiques. L'idée, c'est de tester et d'activer des occupations qui permettent au quartier de se retrouver dans le bâtiment et d'éviter d'imaginer qu'il y a quelque chose de bizarre, que ce n'est pas occupé, qu'il y a une dégradation, qu'il y a des squats qui se développent sur certains projets de CityDef. Alors il n'y a pas que nous, un CityDef, hein. Il y a aussi le guichet qui est en train de générer, donc le guichet des occupations temporaires, qui a une vision régionale, qui est en train d'essayer aussi de lancer des outils pour donner des bonnes pratiques en matière d'occupation temporaire. C'est la région bruxelloise qui a chargé deux administrations bruxelloises, donc CityDev Brussels et Perspective Brussels, de s'allier pour créer cet outil qu'est le guichet. Le but du guichet, c'est de faciliter l'accès à l'occupation temporaire et de donner les outils qui servent à faire de l'occupation temporaire à tout un chacun qui veut en faire. Il y aura un côté numérique et un côté physique. Donc le côté numérique, ça prendra la forme d'un site internet qui mettra à disposition donc, les outils, une cartographie et qui montrera les bienfaits de l'occupation temporaire. Et d'un côté, il y aura plus une équipe physique qui seront des personnes qui seront là pour répondre aux demandes qu'on pourra poser sur ce site internet. On revendique à ce que s'il y a un encadrement de la législation autour de l'occupation temporaire, que celui-ci n'évince pas des acteurs comme des collectifs autogérés, comme il y en a plein à Bruxelles. Et en fait, en prenant le soin, ou en tout cas en encadrant de plus en plus l'occupation temporaire, le risque, c'est qu'il s'adresse uniquement à un certain type d'acteurs, que ce soit des acteurs organisés en ASBL et qui du coup travaillent selon une logique, enfin avec des collaborations avec le public, ou pire, avec des acteurs lucratifs, comme il y en a aussi de plus en plus des entreprises privées qui occupent maintenant des lieux à Bruxelles pour y faire des pop-up stores, et c'est de la touristification de la ville. Enfin, je veux dire, c'est de l'embellissement qui se fait au service de certaines pratiques, enfin d'usages qui ont déjà toute la ville à leur disposition en vrai. Mais qui attire du monde. Mais qui attire du monde, ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que l'occupation temporaire, enfin je veux dire, il y a des personnes qui peuvent aller dans des lieux, je ne sais pas si je devrais oui ou non les citer, mais qui pourraient aller là-bas et s'émerveiller du fait de voir, c'est vraiment cool ici. Ça ressemble pas, enfin c'est alternatif, il y a des palettes en bois et ce genre de choses-là. Alors qu'en fait, dans la niche qu'est l'occupation temporaire, et les personnes qui s'y intéressent de près et qui suivent l'évolution de l'occupation temporaire, même si ces lieux en fait ont une apparence cool, c'est une grande menace en fait pour la revendication du droit à la ville et du droit au logement qui s'opère, qui est revendiqué dans ces espaces depuis l'ère du temps à Bruxelles. Le parc Maximilien, il y a eu pas mal de migrants et transmigrants qui se sont installés dans ce parc. Bruxelles, c'est pas Monaco, c'est pas Nice. L'hiver, il fait quand même plutôt mauvais, entre la pluie et le froid, ce genre de choses. Donc je ne pense pas qu'on pouvait accepter de laisser des personnes dormir dans des conditions comme ça. On a dû trouver un bâtiment qui pouvait accueillir 300 à 350 migrants sur Bruxelles, ce qui n'est pas chose facile, surtout dans les timings, c'était quand même assez court. Et donc on a trouvé un petit bâtiment du côté de Schaerbeek, à l'intérieur du lot, assez incroyable, sur une voirie assez connue. Et là, on a aménagé en quelques mois un accueil dans un ancien bâtiment de bureau de 350 migrants. Donc on a installé des douches, des WC, l'organisation aussi bien des vestiaires que des dortoirs, ce genre de choses. Je travaille pour Infirmiers de rue, je suis gestionnaire du projet Module. Infirmiers de rue, c'est une ASBL qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant, qui vient en aide psychomédicale auprès de personnes sans abri ici à Bruxelles. On s'est rendu compte que pour capter des logements, c'était parfois assez compliqué, donc c'est comme ça que l'ASBL Infirmiers de rue a eu l'idée, il y a maintenant plus de 6 ans, je pense qu'ils travaillent dessus, de créer de l'habitat modulaire pour valoriser des terrains en occupation temporaire durant quelques années, le temps que des projets immobiliers aient lieu sur le terrain. Et donc c'est comme ça qu'il y a 3 ans, CityDev nous a proposé un terrain à côté du pont Van Praat pour pouvoir placer 2 modules. Et donc ça c'était vraiment le début de l'expérience avec 2 personnes relogées dans 2 modules. Des logements abordables à Bruxelles, c'est vraiment très compliqué, encore plus pour notre public
qui est quand même assez parfois, très précarisé et parfois avec certains problèmes, certaines assuétudes. Donc on avait du souci, donc c'est à ce moment-là où on s'est dit, tiens, il faut trouver d'autres solutions. Donc on a cherché à innover et donc on est tombé sur cette solution de modules. Un habitat modulaire, c'est comme un gros container en fait. C'est une construction en bois qui respecte surtout les codes du logement. Donc il faut minimum par exemple 26 mètres carrés de surface intérieure. Il faut une hauteur sous plafond de 2,50 m. Il faut être relié aux impétrants, donc surtout l'évacuation d'eau. Quand on dit modulaire aussi, souvent on entend déplaçable. C'est-à-dire que ce sont des modules qui assez rapidement peuvent être placés sur un semi-remorque et être emmenés en moins d'une journée sur un nouveau terrain et être placés sur un autre terrain. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. C'est plus grand que mon dernier domicile. Ça va, je pensais que ça allait être un peu plus froid en hiver, mais franchement, non, c'est bon. La cuisine. Et ici, le petit coin bureau. Avec le salon. Et ici derrière, c'est la chambre. Ici, on est tranquille, quoi. À part 2 ou 3 personnes qui passent sur la journée, on est à l'aise, on n'entend pas le trafic là-haut, on n'entend pas le tram, on n'entend rien du tout ici. Franchement, c'est bien. Je vais même être étonné, c'est un des meilleurs logements que j'ai eu à Bruxelles depuis que je suis à Bruxelles, quoi. Là, c'est bien parce qu'on a le terrain tout autour, donc c'est comme si j'avais un petit jardin et tout ça. Avant, j'étais obligé de me lever tôt le matin, démonter mes affaires. Donc à 6h30, j'étais déjà sur la route, mes affaires étaient déjà rangées. Puis c'est aller aux associations et trucs comme ça toute la journée. Ici, je peux me lever à n'importe quelle heure. Je peux prendre mon petit déjeuner comme je veux et ce que je veux. C'est moi qui décide ce que je veux aussi. Je peux stocker mes affaires, mes fringues propres, mes fringues sales. Même chose pour les toilettes, je peux aller aux toilettes quand je veux. Avant, j'étais obligé de trouver un endroit où il y avait des toilettes accessibles. On aura bientôt 4 personnes relogées sur ce terrain-ci. On sent que le projet commence à porter ses fruits. On a de plus en plus d'aides de partenaires ou de communes qui nous proposent des terrains ou qui nous octroient des permis d'urbanisme. Et à terme, nous espérons pour 2024-2025 avoir une vingtaine de modules sur Bruxelles. Quand j'avais contacté leur architecte France Law en disant voilà, on a une possibilité avec CityDev, et tout de suite ils avaient sauté sur l'occasion en disant bah voilà. Donc on aurait peut-être l'idée de mettre dans cette partie ici devant 3 ou 4 modules. Pour nous, il y a un mini contrôle social qui se fait, mais c'est ça qui va plus loin, c'est que certains de leurs patients sont au CPAS. Et donc après un certain temps où ils sont un peu remis dans le mood du logement et d'un rythme de vie, certains pourraient éventuellement venir en article 60 dans mon projet juste à côté. Tu vois, ce qui serait magnifique. Synergie. Ouais, ça ce serait incroyable. Si on ne peut pas aller jusque là, au moins on peut créer des petits workshops et leur apprendre à avoir un petit potager 1 ou 2 journées par semaine. Enfin, en tout cas faire ça, mais on pourrait même aller jusqu'à envisager les articles 60 et là ce serait la boucle bouclée, ça ce serait incroyable quoi. Notre projet donc c'est Beautiful et donc c'est un projet d'économie sociale en maraîchage bio et éco-jardinage qui est porté par la mission locale de Saint-Gilles. On a déjà mis ici des petites haies. Ouais, j'avais pas fait gaffe, juste oui. Ouais voilà, donc on a mis des petites haies. Qu'est-ce qu'on a? Je crois qu'on a... Un peu varié, non? Oui, on a mis un peu de tout en fait. Et alors on a bâché pour l'eau. Dans un premier temps, on va utiliser une borne Vivaqua, mais dans un deuxième temps, il va falloir qu'on demande un permis pour faire un forage, un permis d'urbanisme pour faire un forage. En général, je crois les forages ici à Bruxelles, tu descends à 50 mètres et puis tu as de l'eau gratuitement. Notre but, c'est vendre des légumes pour créer de l'emploi, d'insertion pour les demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail ou les bénéficiaires des CPAS avec qui on est partenaire. Et donc là, on a créé une douzaine de postes d'insertion. Et donc tous les ans, on a des gens qui viennent apprendre le métier. Et la différence, c'est que ce n'est pas une formation, c'est des vrais contrats de travail. Donc ils sont payés tout en apprenant le métier de maraîcher. Et nous, donc, on met à leur disposition toutes les infrastructures, les outils pour qu'ils puissent apprendre le métier dans les meilleures conditions. Alors, on doit essayer d'atteindre une certaine rentabilité justement pour pouvoir créer de l'emploi et faire tourner le projet. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici avec CityDev sur ce beau site du Meijlemeersch. C'est incroyable, hein? Ouais, pas mal quoi. Ouais. Nous, on se spécialise un peu dans les tomates, donc on va avoir une bonne quinzaine de variétés de tomates, tomates cerises. Je pense que vu l'inclinaison et l'orientation, c'est plutôt pas mal, non? Ouais, ah ouais, ça va être parfait. Juste bien, la plante ici. Ouais, non, c'est super. L'objectif de premier de CityDev, c'est de maintenir un emploi bruxellois dans la production. Et donc c'est vrai qu'on a des critères en fait pour revenir s'installer sur certains sites. Et un des critères, c'est notamment le nombre d'emplois à l'hectare. Et c'est vrai que l'agriculture urbaine,
ça consomme énormément de terrain par rapport au nombre de personnes qui peuvent y travailler. Donc ça ne rentre pas vraiment dans les standards. Mais comme ce terrain pour l'instant n'est pas mis en occupation, enfin n'est pas dans un projet de développement, on s'est dit que c'était quand même malin d'essayer de le mettre quand même en occupation temporaire, peut-être pour l'agriculture, ou tester des activités qui pourraient être nécessaires, enfin qui pourraient répondre aux besoins de la ville. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé un peu dans ce territoire qui, moi, je trouve qu'il est juste magique. Ça pose aussi la question de quand tu es agriculteur indépendant et que tu n'es pas un projet multisubsidié, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois fuir Bruxelles? Donc là, c'est un vrai problème aussi. Après, nous, ce n'est pas notre cas, donc on est très content d'avoir un terrain et puis on démontre qu'on peut, sous certaines conditions, créer de l'emploi dans le secteur. Mais voilà, il y a quand même toujours les limites pour ceux qui apprennent le métier et qui veulent se lancer après, qu'est-ce qu'il leur reste eux, tu vois? Où ils vont trouver de la terre? Est-ce qu'ils doivent quitter Bruxelles? Et alors, il y a aussi toute la question éternelle de l'interaction entre préservation de la nature et agriculture. Ça, c'est tout un débat. Et bon, on est en discussion avec certains acteurs pour essayer de concilier les attentes des uns et des autres et faire au mieux pour la préservation de la biodiversité, de la faune sauvage. Parce qu'effectivement, quand on transforme un champ en terrain agricole, forcément, il y a moins de refuges pour la faune. Et donc, on va essayer de mettre en place tout ce qu'on peut, par exemple des perchoirs à rapaces, des hôtels à insectes. Après, moi, je ne suis pas expert, mais en tout cas, on va essayer de réfléchir avec des gens spécialisés là-dedans. Je pense qu'ici, dans quelques années, on aura fait quelque chose de très beau, quoi. Je pense aussi. En tout cas, toutes les conditions sont là.